L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne, et changera le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre, dont elles ont été les plus constantes victimes. Déclaration de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, le 9 mai 1950. Jean-Maurice Ripert, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie. Vous avez été aussi représentant permanent de la France aux Nations Unies. Vous êtes l'auteur d'un livre remarqué et remarquable en 2023 qui s'appelle Diplomatie de combat chez Perrin Presse de la Cité. Vous venez d'entendre ce texte, cette déclaration un peu célèbre de Robert Schuman. Quelle est votre réaction aujourd'hui quand vous entendez un texte pareil ? Alors d'abord, et vous me pardonnerez cette introduction un peu personnelle, beaucoup de nostalgie parce qu'il se trouve que je suis le fils d'un homme qui a travaillé avec Jean Monnet, avec Étienne Hirsch, avec Robert Schuman, et qui a été l'un des négociateurs du traité CECA. Et j'ai d'ailleurs chez moi une photo de ce jour de mars 51 où le traité a été signé, et j'ai un exemplaire original du traité qui lui était dédié. Donc je suis né avec du sang européen, donc c'est déjà peut-être une nostalgie de cette époque bénie où l'on rêvait encore en parlant de l'Europe. La deuxième réaction que j'ai, c'est de montrer combien, contrairement à ce que certains croient, l'Europe est au cœur des problématiques les plus actuelles. Le retour de la guerre sur le sol européen rappelle pourquoi le traité du charbon et de l'acier a été conçu. C'était pour mutualiser entre la France et l'Allemagne la production d'acier et de charbon, les symboles mêmes de la guerre et des armements. Il y avait tout un symbole qui voulait montrer combien l'Europe n'avait d'avenir que dans la paix. Puis il y a un troisième élément qui me paraît important à rappeler aujourd'hui, où on vit dans un monde bien pressé de tout, pressé d'arriver vite, avant même d'avoir peut-être de s'être mis d'accord sur l'objectif qu'on cherche à atteindre. C'est que l'Europe progresse lentement, pas à pas, les solidarités concrètes, sur la base, en principe, des intérêts des citoyens, même si parfois on a le droit de contester certains des choix de l'Union européenne, mais globalement, elle progresse toujours. Elle avance lentement, mais elle avance sûrement. Il suffit d'avoir un peu de mémoire historique, ce qui est peut-être aujourd'hui un des problèmes qu'on a avec la jeunesse, que je ne critique pas, mais pour laquelle, finalement, l'Europe, c'est acquis, c'est un acquis. La liberté, la prospérité, la liberté de mouvement, Erasmus, le fait de pouvoir se promener à travers cet énorme continent, 500 millions d'habitants, c'est une évidence. Mais ça ne l'a pas toujours été, et peut-être ça ne le sera plus forcément un jour, si certaines de ces voix sombres, auxquelles faisait référence Robert Schuman, se font non seulement entendre, mais écouter. Néanmoins, la relation franco-allemande est aujourd'hui compliquée. On a vu la dernière visite de Macron en Allemagne. C'était pas fameux comme relation, justement, comme visite. Là, je pense que, comme souvent sur l'Europe, il faut remettre les choses en perspective. Nous parlons de couple franco-allemand, ce qui est un peu exclusif. Les Allemands parlent de moteur franco-allemand de l'Europe, ce qui me paraît beaucoup plus juste. Historiquement, notamment parce que c'était la réconciliation franco-allemande qui a été au cœur de la création de la communauté européenne, puis de l'Union européenne, enfin, en 57 à Rome, mais c'était donc évidemment quelque chose d'indispensable que voulaient nos partenaires, l'Italie et les pays du Benelux. L'Europe d'aujourd'hui n'est plus composée, ça ne vous a pas échappé, de 6 pays, mais de 28-1. Moi, je dis 28-1, on en reparlera tout à l'heure. Je pense que le Royaume-Uni reste profondément un pays européen, qu'il faut qu'il le reste. C'est une des tâches qui nous attend. Et en disant ça, je dis une évidence. L'Europe aujourd'hui,
sans les Britanniques, c'est à peu près un peu moins de 500 millions d'habitants. C'est comparable, c'est non seulement plus que les États-Unis, c'est à peu près 3 fois plus que la Russie, et c'est à peu près comparable à la Chine, pardonnez-moi l'expression, utile, entre guillemets, c'est la Chine urbaine, la Chine des bords de mer. Si on accepte les 900 autres millions de Chinois qui vivent dans des villages hors du temps, d'une certaine façon, donc l'Union européenne est devenue une puissance, ne serait-ce que par sa démographie et par sa puissance économique, bien entendu. Et elle est composée d'États qui ont tous, plutôt, je ne vais pas dire contrairement, qui ont tous, ce que les Français oublient souvent, me semble-t-il, une histoire, une culture, une langue, une volonté d'exister, de se faire entendre, et donc éventuellement des intérêts qu'ils souhaitent mettre en avant. Donc quand on ne met le focus que sur le couple franco-allemand, ou le moteur franco-allemand, on se trompe d'une certaine façon, parce que finalement on fait comme si tous les autres pays avaient des intérêts qui devaient converger naturellement. Je crois que l'histoire récente, notamment depuis la guerre d'agression des Russes contre l'Ukraine, a montré qu'évidemment ça n'était pas le cas. Donc très bien, vous parlez de puissance européenne, mais enfin, est-ce qu'on peut être une puissance européenne sans une défense au niveau de cette image ? Non, aujourd'hui, il est clair qu'avec l'agressivité croissante de pays comme la Russie et la Chine, et le retrait américain, qu'on voit bien, notamment si Donald Trump revenait au pouvoir, on le verrait encore plus, mais il ne faut pas se tromper, je pense que la tendance est là. Il est évident que la puissance européenne, pour s'affirmer, va devoir se constituer une capacité de défense. On ne parle plus d'Europe de la défense, c'est fini. On est passé au concept de défense européenne, qui a été accepté. Et vous savez qu'au titre du traité de Lisbonne de 2009, c'est une coopération structurelle renforcée. Il y a déjà 7, 8, 9 pays, je crois, qui ont manifesté leur accord pour participer à la création d'une défense européenne, déjà par la constitution d'armements européens, ensuite par la mutualisation éventuellement de l'achat d'armements, et par l'interopérabilité renforcée de leurs forces. Il ne faut pas, cela dit, se tromper. La défense européenne devra toujours pouvoir compter sur la protection de l'Alliance Atlantique. Alliée, mais pas alignée. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que l'Europe ne doit plus s'aligner, mais il serait naïf de croire, au vu de ce que nous vivons sur le continent européen. La guerre est là. La guerre est à 2h30 d'avion de Paris, comme elle l'était autrefois d'ailleurs dans les Balkans. Mais il nous faut la protection et la force de l'OTAN, qui est une force collective. Mais il y a un paradoxe, parce que vous venez de le dire, l'OTAN, c'est quand même les États-Unis qui mènent la danse au sein de l'OTAN. C'est l'armée américaine qui est la plus importante. Donc, cette armée américaine qui est un peu sur une idée, en tout cas par rapport à leurs États, que ce soit Biden ou Trump, comme vous venez de le dire, ils sont dans une logique de retrait. Donc, s'ils sont dans une logique de retrait, on ne peut pas s'appuyer. La logique de retrait ne veut pas dire qu'ils ont dénoncé l'article 5 du traité de Washington et sur la défense mutuelle. Ça, je n'y crois pas une seconde. Trump en parle. Écoutez, ça, c'est des propos de café. Bien sûr que c'est inimaginable. Jamais le Congrès américain. Il ne faut pas non plus. Souvent en France, on se trompe sur les États-Unis. Moi, j'ai vécu quand même 8 ou 9 ans aux États-Unis. Il ne faut pas se tromper. En politique étrangère, le Congrès a autant, sinon plus, de pouvoir que le président américain. Jamais le Congrès ne détruira le traité de Washington. Je n'y crois pas une seconde. Dans l'interprétation du traité et dans la façon dont les États-Unis peuvent concevoir d'intervenir, je pense que le processus sera plus lent. Mais enfin, regardez ce qui s'est passé, excusez-moi. Les États-Unis ont fourni depuis le premier jour plus d'armements à l'Ukraine que l'Europe. Et quand je dis l'Europe, là, je ne compte pas le Royaume-Uni, qui est le deuxième fournisseur. L'Union européenne a été, pardon de le dire, extrêmement lente, pour ne pas dire en dessous de tout. Donc, heureusement que les Américains étaient là. Il nous faudra encore du temps, d'ailleurs, pour tenir nos engagements, vous le savez. On peut espérer tenir nos engagements en matière de fourniture d'armement à l'Ukraine en 2025, au mieux, dès la fin de l'année 2024, les plus optimistes. Et vous avez vu également que M. Biden n'a pas été le dernier à accepter l'idée que les armes, et notamment l'aviation et les armes et les missiles, voire les drones, puissent servir en mesure de représailles contre les bases arrières russes, à partir desquelles sont tirés des missiles et des drones sur l'Ukraine. Donc pour l'instant,
n'envisageons pas le pire. Mais il faut accélérer le mouvement. Je pense que de ce point de vue-là, il y a eu très nettement des différences, pour en venir à votre question, entre la France et l'Allemagne. Je pense que la France a eu raison, que contrairement à ce que beaucoup de gens, de commentateurs, voire de médias ont dit un peu rapidement, ça n'a pas provoqué du tout un tollé en Europe. Ça a provoqué des difficultés avec l'Allemagne, mais ça a été évidemment soutenu par l'ensemble de l'Europe du Nord, par les États baltes, par la Pologne et par un certain nombre de pays d'Europe centrale. Donc il ne faut pas... je veux dire, la prise de conscience est là maintenant. Néanmoins, donc vous disiez que l'Union européenne était une puissance pacifiste. Là, le fait que depuis quelques semaines, via la voix du président français Emmanuel Macron, on imagine la possibilité d'envoyer peut-être des soldats véritablement d'actifs rejoindre l'Ukraine, voire même donc là désormais d'envoyer des missiles français sur le territoire russe. Est-ce que on ne tombe pas à ce moment-là dans une logique beaucoup moins pacifiste? Écoutez, la France fait toujours référence à un grand homme quand il s'agit de politique étrangère qui s'appelait le général de Gaulle, dont, sauf erreur de ma part, l'intervention la plus décisive a été dans l'appel à la résistance contre l'envahisseur et l'occupant nazi. Comment pourrait-on dénier à l'Ukraine le droit de se défendre et l'abandonner? Ceux qui disent cela n'osent pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Ils parlent d'ailleurs de nouveau, de négociations. Ils veulent quoi? Un nouveau Munich? Moi, je ne le crois pas. Je crois que l'Europe mourra si elle n'est pas capable d'empêcher la Russie de gagner sa guerre, en Ukraine. Parce que la guerre des Russes aujourd'hui n'est pas seulement contre l'Ukraine, l'affaiblissement de l'Ukraine, le démantèlement de l'Ukraine, la destruction de l'Ukraine et des Ukrainiens, de leur culture, de leur langue, mais aussi la destruction de l'Union européenne et de la démocratie européenne. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner la guerre. Donc nous aidons l'Ukraine à se défendre. Jusqu'où? C'est aux militaires de le savoir. Je pense qu'il y a des lignes à tracer. Il me paraît logique, à partir du moment... Il faut quand même rappeler ce que c'est que cette guerre que mènent les Russes. C'est pas de la théorie. Ce sont tous les jours des civils, des femmes, des enfants, des vieillards qui meurent dans des immeubles, dans des supermarchés, dans des théâtres, dans des écoles, bombardés par l'armée russe. Est-ce que nous pouvons accepter ça dans cette Europe démocratique? Vous parliez tout à l'heure de défense européenne, qui a remplacé la notion d'Europe de la défense. Est-ce que ça ne doit pas passer aussi, finalement, et très comme un jeu de miroir, finalement historique, à un retour aux origines de la CECA, c'est-à-dire que les Européens, notamment la France et l'Allemagne, mettent en commun leur industrie? Ça permettrait aussi de redévelopper une industrie en France, etc. Est-ce que ça passe pas par la fabrication d'armes dans ce cadre-là, dans un cadre un petit peu renouvelé de la CECA, paradoxalement? C'est la vision idéale. En décembre 1998, j'étais le conseiller diplomatique d'un Premier ministre qui s'appelait Lionel Jospin, et nous avons organisé à l'époque avec le président Chirac, parce qu'on était en cohabitation, le sommet de Saint-Malo, qui a jeté les bases de la défense européenne, en signant des accords notamment pour la construction d'armements en commun. L'Allemagne s'est jointe, évidemment. Mais d'autres pays aussi, l'Espagne, l'Italie, qui ont des... La Suède, maintenant qu'elle a rejoint l'OTAN, aura moins de complexes, qui a une industrie de défense importante, la Belgique, pour définir des programmes européens d'armement. Il y a deux choses. Il y a la mutualisation des besoins, notamment pour nous, les pays européens, pour notre défense et pour aider l'Ukraine. Il y a ensuite probablement un travail à faire pour éviter que tous les pays cherchent à produire la même chose pour s'autosuffire seuls, et donc définir en européen, en mutualisant les besoins, comme on l'a fait à l'époque du Covid. Non seulement les financements, vous savez que c'est une idée qui est sur la table, y compris le lancement d'un emprunt pour financer l'armement, et puis troisième étage de la fusée, pour fabriquer ensemble des produits. Alors c'est compliqué, vous avez vu le programme de la 400M, qui a remplacé les vieux Transal, dans lesquels moi j'ai volé pendant des décennies. Ça a pris beaucoup de retard, c'est compliqué, on l'a fait avec les Allemands, puisque le Transal était lui-même un avion franco-allemand, de transport de troupes, je le rappelle. Donc c'est faisable. On a eu un programme qui s'est arrêté de projet de construction de sous-marins de porte-avions avec les Britanniques. On travaille, vous le savez, sur des projets de chars avec les Allemands et d'autres.
L'Eurofighter, l'avion européen, a connu des difficultés, mais je vous le rappelle à cause de la France, parce que la France voulait défendre son industrie à travers Dassault et donc n'a pas voulu rejoindre le programme Eurofighter. Peut-être qu'aujourd'hui on y arrivera, mais vous avez raison, c'est essentiel. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Victor Hugo, Discours du Congrès de la paix, 1849. Alors, Jean-Maurice Ripert, dans cet extrait de ce premier grand discours sur l'Europe, au fond, hein, qui a été ce texte de Victor Hugo, il y a un siècle quasi jour pour jour, avec le discours qu'on vient d'entendre tout à l'heure de Robert Schuman. Hugo, il nous brosse un portrait idyllique des États-Unis, d'Europe à venir, basé sur le commerce et sur le vote. Et finalement, ça résonne pas mal avec aujourd'hui, à la veille de ces élections européennes, où au contraire, on voit quand même, en partie en tout cas, les nationalismes, la peur de l'autre qui prime. Comment vous expliquez un peu cette dérive continentale, sans mauvais jeu de mots, sur cette extrême droite qui monte dans cette Europe qui D'abord, se veut un mot sur différente. Victor Hugo. Il faut se rappeler que Victor Hugo était fasciné par la création d'une démocratie américaine face à une Europe qui était encore divisée entre empires et entre royautés, et donc incapable de s'unir. Et donc il y avait cette fascination pour la modernité que représentait la gestation des États-Unis d'aujourd'hui. Alors, votre question sur cet aspect étrange. Je crois que l'Europe est victime, comme un certain nombre de pays et de sociétés dans le monde, de l'accumulation de crises et de désastres, avec en toile de fond cette mondialisation économique et financière débridée où nous n'avons pas été capables de créer des règles pour contenir la mondialisation dans ses effets pervers. Les Nations Unies n'ont pas pu jouer ce rôle, vous le savez, on l'en a empêché. Le G7 a essayé, le G20 s'y essaye encore aujourd'hui, mais on a du mal à y arriver. Et puis, on a eu une succession de crises dans les périodes récentes. Souvenez-vous de la crise financière, c'était il n'y a pas si longtemps, 2008-2009. La crise du Covid, évidemment, qui s'est abattue sur la planète entière, et qui ont eu pour conséquence, une double conséquence, une conséquence unique qui était d'accroître les fractures, à la fois, et c'est là que c'est double, à l'intérieur des sociétés et entre les nations. Entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, comme on dit en anglais. On le voit bien, les différences, les divergences dans nos sociétés développées, où il y a de plus en plus de riches, mais aussi en même temps de plus en plus de gens qui tombent dans la pauvreté, en est la meilleure preuve. Et au niveau international, on a fabriqué, évidemment, également un renforcement des inégalités, parce que finalement, les pays du Sud ont été victimes de la double peine. Ils ont subi le Covid et le ralentissement économique et la crise économique mondiale qui a suivi le Covid, comme tout le monde, mais eux n'avaient pas les moyens d'en sortir, notamment financiers. Et donc on a créé une double frustration, avec en plus un troisième effet pervers, évidemment très important, enfin pas pervers en soi, qui est la généralisation à une échelle jamais vue, non seulement des migrations pour cause économique, parce que ça on en a toujours connu, contrairement là aussi à ce que certains partis d'extrême droite et d'extrême gauche nous font croire. Il n'y a pas de phénomène aujourd'hui différent de ce qu'on connaît à l'échelle planétaire depuis le Moyen-Âge. Les peuples migrent. Les peuples pauvres vont vers les endroits où il y a plus de richesses. Mais on a connu une succession de guerres, ou un renforcement des guerres, ou une accélération des guerres et de leurs effets dramatiques pour les populations civiles,
Et en 2022, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a compté plus de 100 millions de gens qu'on appelle réfugiés ou déplacés, Les ou de réfugiés, c'est ceux demandeurs qui sont en d'asile, dehors de leur ceux qui sont en dehors de leur pays, et ou déplacés à l'intérieur, Je précise. du fait du durcissement des conflits qui continuent. Je veux dire, pensez au Yémen, à la République démocratique du Congo, à la Birmanie, le problème des Rohingyas, etc., etc. Ça continue partout, et je ne parle même pas donc de l'Ukraine et du Proche-Orient, bien entendu. Tout ça crée des mouvements de population et donc a rabattu, si j'ose dire, vers les pays les plus développés, des catégories de plus en plus nombreuses de population. Donc tout ça a véhiculé des phénomènes de mise à l'écart et de peur, qui se traduisent évidemment par des réflexes, enfin évidemment compte tenu de ce qu'est la nature humaine, par des réflexes de repli sur soi, de rejet de la faute sur l'autre, donc de rejet de l'autre, et de retour aidé par la diffusion des réseaux sociaux et de ce café du commerce planétaire que sont devenus les médias, hélas, de théories complotistes et farfelues, qui fait que tout le monde a peur de tout et que chacun pense qu'en rentrant chez lui, en cultivant son jardin, comme aurait dit Voltaire, il s'en sortira mieux. Il faut évidemment combattre ces contre-vérités. Pardon, il y a une dernière contre-vérité qui est très importante à combattre aujourd'hui, qui est cette idée répandue par un certain nombre de complotistes qui aident un certain nombre de régimes autoritaires dans leur entreprise de déstabilisation du monde, qui est de faire croire qu'il y a de moins en moins de démocratie au monde et de plus en plus de gens qui veulent des régimes autoritaires. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui même, on vient d'avoir les premiers résultats, pour l'instant non complets, et légèrement inquiétant de ce point de vue-là, mais enfin, de la plus grande démocratie du monde, on l'a répété, l'Inde, qui est le plus grand pays du monde. 1,5 milliard d'habitants, c'est pas tout à fait rien. Il y a 60 ans, quand j'étais sur les bancs de l'université, un peu moins de 60 ans, les démocraties se comptaient sur les doigts de deux mains. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Mais il y a des gens qui sont lancés dans un travail de double, pardon de le dire, mais de double déstabilisation. Le premier travail, c'est le rejet de tout ce qui concerne les droits humains. Ce que nous avons bâti, notamment pendant les années glorieuses aux Nations Unies, les années 90 et le début des années 2000, toutes ces conventions internationales pour la protection de toutes les personnes humaines contre toutes les formes de discrimination, ces pays n'en veulent plus. Les Chinois disent ça ne concerne pas la Chine. Nous appliquons le droit aux caractéristiques chinoises, les droits humains n'en font pas partie. Et puis la deuxième remise en cause, c'est celle des Nations Unies en disant qu'elles sont illégitimes. Il n'y a donc plus d'institutions capables d'établir des règles, donc il n'y a plus que les violations des règles sont légitimes. Voilà ce qui crée le fond de cette montée des régimes dits illibéraux qui se permettent, bien cachés à l'ombre des Chinois et des Russes notamment, ou de l'Iran, ou de la Turquie, ou de toute une série de régimes totalitaires et de nouvelles puissances qui se veulent hégémoniques, de mettre en cause les bienfaits de la démocratie et de la liberté. Et Hugo, dans son texte, justement, tente de prévenir, quand il parle aux voisins allemands, russes, italiens, il précise, sans perdre vos qualités distinctes. Qu'est-ce qui fait, parce que la crise, elle vient de là aussi, une crise dite, entre guillemets, identitaire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'en Europe, Attendez. Qu'est-ce qui empêche un Français de se sentir français dans l'Europe d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche un Finlandais de se sentir finlandais? En quoi est-ce que la politique agricole commune empêche-t-elle un Français d'être français? Elle lui permet même d'être encore plus français, puisque sans la politique agricole commune, nous n'aurions probablement plus d'agriculture du tout. Puisque vous savez, l'agriculture française vit des subventions agricoles européennes. Il y a beaucoup de fausses, de contre-vérités ou de méconnaissance de la réalité de l'Union européenne et des bienfaits qu'elle apporte à tous. Le problème, comme toujours, des constructions de solidarité et de compromis, c'est que, par définition, c'est un compromis général. Donc, il y a des choses, des thèmes, des domaines dans lesquels on est gagnant, d'autres où on est perdant. Alors, selon les gouvernements, vous insistez sur les domaines où on est gagnant ou les domaines où on est perdant. Le motto de l'Union européenne, c'est l'union dans la diversité. La diversité qui renforce. Mais regardez la société française. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à l'époque de ma jeunesse. Cette diversité, elle est partout, dans le domaine social, dans la possibilité de choisir son couple, son genre. Change un peu en ouais, mais ça se change un peu en communautarisme aujourd'hui.
Alors ça Quand même. c'est la difficulté. C'est un problème pour les défenseurs des droits humains d'ailleurs. Bah oui. Parce que nous nous sommes battus pendant 20 ans pendant 20 ans notamment, évidemment, il y en a qui se sont battus plus longtemps que ça, pour la définition de droits universels pour la personne humaine. Je ne veux pas savoir ce que vous êtes. Vous êtes une personne, ça me suffit, vous êtes mon égal. Le problème, comme l'a dit le regretté Badinter, c'est que, à force de définir des droits particuliers qu'on doit reconnaître aux minorités parce que c'est normal, chaque minorité veut avoir, entre guillemets, ses propres droits de l'homme. Ça, c'est évidemment un problème. Parce qu'on ne peut pas être à la fois communautariste et universaliste. Je pense que c'est parce qu'on ne sait pas tout à fait faire, en tout cas en France, ou dans les pays, disons, de tradition catholique, on ne sait pas très bien faire la différence entre l'identité et la communauté. Reconnaître l'identité de quelqu'un parce qu'il est homosexuel, parce qu'il est musulman, parce qu'il est handicapé physique, par exemple, ça ne veut pas dire que la communauté doit être reconnue comme un des éléments constitutifs. Si, un des éléments constitutifs, oui, justement, de l'identité républicaine, mais pas forcément se voir reconnaître des droits supérieurs aux autres. C'est une très grande difficulté, ça demande beaucoup de subtilité, ça demande beaucoup de débats, et nos sociétés ont du mal à accepter le débat à une époque où les droits varient très vite, et les revendications aussi. L'Europe, de ce point de vue-là, est un creuset formidable. Il suffit de discuter avec des Polonais, des Estoniens, pour voir des Espagnols. Regardez l'évolution de la société espagnole en Europe. Alors, formidable jusqu'à un certain point. Ce qui m'amuse là dans le texte de Hugo aussi, c'est qu'il parlait donc d'une Europe fédérale englobant jusqu'à la Russie. Ça, c'est amusant. Oui. Et c'est amusant. Et puis, il y a une sorte de miroir aujourd'hui avec la Turquie d'Erdogan qui, à un moment donné, a pu, dans les années 2005-2010... C'est pas tout à fait le même cas, quand même. Bah, oui, mais enfin... Non, mais Hugo parlait de l'Empire russe. Ah oui, mais là, qui on parle était, comme vous le savez, non, mais qu'est-ce qui fait à que ça n'a pas l'époque des marché Lumières, le plus proche de la France. Hein. Oui. Bon, la communauté était très forte. Non, mais je pense qu'il faut aujourd'hui, dans le monde actuel, il faut distinguer deux choses. Le fait de dire que l'Europe est une maison commune, que nous habitons tous, jusque j'ai y compris la Turquie, même si elle est en même temps évidemment proche-orientale et asiatique et européenne. Mais l'idée de dire que cette maison englobe évidemment la Russie et l'ensemble de ce qu'on appelait autrefois l'Europe centrale et orientale et probablement le Caucase, l'Asie centrale c'est un peu plus compliqué, notamment pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la Russie de Vladimir Poutine, ça n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une évidence de dire que l'avenir économique du continent européen, la paix en Europe, la sécurité sur le continent européen, elle se définira pas un jour sans les Russes et sans les Américains. Nous avons besoin de tout le monde dans cette œuvre de paix. La seule chose qui compte, c'est que ce soit les peuples qui puissent le décider librement. Comme l'ont fait les Ukrainiens, et comme aujourd'hui commencent à le revendiquer ouvertement les Géorgiens, et à un moindre degré les Arméniens. Jean-Maurice Ripper, merci. Pour terminer, on va faire comme d'habitude. Vous avez ramené un petit texte qui vous tient à cœur et que nous... Très court. laissons Alors, lire. quelques phrases très courtes prononcées par Herman Van Rompuy, le président du Conseil de l'Union européenne en 2012, à l'époque où, ce que tout le monde a oublié, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix pour les décennies de paix, de prospérité et de défense des droits humains. Ce sont les termes du comité Nobel qu'elle a apportés au continent. Donc je lis quelques phrases de Van Rompuy. Pour les peuples, l'Europe constituait une promesse, l'Europe était synonyme d'espoir. De nombreuses images émouvantes me viennent à l'esprit. Les dirigeants de 6 États rassemblés à Rome, ville éternelle, Willy Brandt s'agenouillant à Varsovie, les dockers de Gdansk à l'entrée de leur chantier naval, Mitterrand et Kohl se serrant la main, se donnant la main, des millions de personnes formant une chaîne humaine de Tallinn à Vilnius en passant par Riga en 1989. Ces moments ont aidé l'Europe à cicatriser ses plaies. Cependant, les gestes symboliques ne suffisent pas à garantir une paix durable. C'est là qu'intervient l'arme secrète, entre guillemets, de l'Union européenne. Cette manière incomparable de lier nos intérêts si étroitement que la guerre en devient matériellement impossible entre nous. Par des négociations constantes, sur un nombre toujours plus grand de sujets, et entre des pays toujours plus nombreux, nous appliquons la règle d'or de Jean Monnet, je cite, « Mieux vaut se disputer autour d'une table que sur un champ de bataille ». Merci.